Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là avec nous pour cette quatrième émission, cette quatrième édition de C'est dans le sol, émission produite par là, je vous le rappelle, même si je sais qu'il y a des fans déjà de cette émission qui nous regardent, donc produite par la coopérative Rhizobium qui accompagne des groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers à l'observation de la santé et à la connaissance de la santé de leur sol en Occitanie. Ça, c'est via le réseau Sol qu'a monté la coopérative Rhizobium, qui a aussi monté un centre de ressources, une université populaire des sols, au joli nom de Pecnolab, qui assure des formations, qui publie un kit Sol-Eau, qui est une boîte à outils d'observation des sols, qui publie des tutoriels sur le net et des vidéos tutos à la façon de C'est pas sorcier, également une appli de saisie de données, un labo partagé, un wiki. C'est aussi Rhizobium, le réseau Sol, le Pecnolab, des masterclass de terrain, des conférences de terrain. La première a été donnée par Marc-André Sellos du Muséum national d'histoire naturelle, plus une série d'émissions qui a démarré, je ne sais plus, c'est déjà très ancien, en juin ou en mai, une émission par mois, une de 20 minutes, une d'une heure, une de 20 minutes, une d'une heure comme aujourd'hui, une émission mensuelle, émission que l'équipe constitue à partir de sujets que vous proposez. Et ensuite, l'équipe de Rhizobium se charge de trouver le ou la spécialiste pour aborder la question que vous aurez posée et qui aura été retenue. La question de ce soir, comment stocker le carbone du sol ? C'est devenu un sujet à la mode, c'est même presque devenu un leitmotiv. Le sol n'est presque plus qu'un puits de carbone dans notre imaginaire aujourd'hui. Ça se demandait si l'agriculteur fabrique encore à manger ou si son rôle demain ne sera plus que de contenir le carbone que d'autres émettent à leur place. Alors je vous parle, je ne suis pas, pour les fans de cette émission, je ne suis pas dans mon bureau, je suis à Beauvais. Derrière moi, il y a la cathédrale et d'une certaine façon, la magnifique cathédrale de Beauvais, les murs les plus hauts de toutes les cathédrales d'Europe occidentale, 59 mètres. C'est un excellent indicateur, selon moi, je parle sous le contrôle de Claire Chenu, de la qualité des sols, parce que pour bâtir une cathédrale pendant autant de temps, il a fallu des milliers d'ouvriers pendant tant d'années, qu'il a fallu nourrir avec les ressources locales, donc il a fallu un sol avec un bon taux de matière organique. Mesdames, Messieurs, moi je vous le dis, les cathédrales sont une excellente façon de, la valeur que l'on donne aux cathédrales, c'est finalement la valeur que l'on donne à nos sols, et ces sols en ont, vu qu'ils ont fait pousser beaucoup de cathédrales, il y a quasiment qu'en France qu'on voit ça, sur ces terres picardes. Nous allons aborder ce sujet avec Claire Chenu, donc, que je viens de citer, directrice de recherche à l'INRA et prof à l'AgroParisTech, également membre de l'Académie d'agriculture et une des grandes voix en Europe, si ce n'est dans le monde, ne soyez pas modeste, des sols. Nicolas Sestrière, vous êtes agriculteur dans la grande métropole qui fait de l'ombre à Toulouse, la métropole de Péchaudier, et je ne sais pas comment on dit, en back-office, Baptiste Algaillet, vous êtes animateur technique de l'association Chemin Cueillant, vous êtes entouré de tout votre conseil d'administration qui vous surveille, ils sont derrière votre épaule, regardez-les, faites très attention à eux, et vous êtes à Olonzac dans le Minervois. Claire Chenu, comment stocker le carbone du sol ? Je l'ai dit, c'est un sujet qu'on aborde tout le temps, on a l'impression que le sol ne doit plus être considéré que comme un puits de carbone. Comment vous considérez cette question ? Comment vous l'abordez, vous ? Comment stocker le carbone du sol ? Déjà, le carbone dans le sol, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi on en parle autant ? Le carbone dans le sol, qu'est-ce que c'est ? Plein de questions à la fois, Frédéric. Le carbone dans le sol, qu'est-ce que c'est ? C'est le constituant principal des matières organiques du sol. Et puis, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au carbone des sols ? C'est à cause des matières organiques du sol. Et peut-être qu'on se polarise un peu trop sur le carbone des sols. Enfin, à mon avis, en tout cas, ce qui compte, ce sont les matières organiques des sols. Ce sont elles qui contribuent largement à la fertilité des sols, à la qualité des sols, à l'aptitude que les sols ont à rendre leurs différentes fonctions. Si on s'intéresse aujourd'hui autant au carbone, c'est qu'on a un petit problème de carbone dans l'atmosphère. Un sacré problème de carbone dans l'atmosphère, et qu'il se trouve qu'il y a à peu près 3 fois plus de carbone dans les sols du monde qu'il n'y en a dans l'atmosphère. Alors quand vous avez un gros réservoir qui échange quotidiennement avec un plus petit réservoir, peut-être qu'en agissant sur le gros réservoir, on pourrait influencer la qualité de l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup. Et puis je dirais aussi parce que le carbone est devenu l'unité c'est devenu vraiment l'unité pour traiter tout ce qui a trait au changement climatique.
D'accord. L'énergie. Claire, pour atténuer le changement climatique, on n'a guère que l'arme des sols agricoles pour retenir du carbone, tout partie du carbone que nous émettons chaque année. C'est le seul levier que l'on a finalement? Non, non. C'est un des leviers. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que l'effet de serre s'aggrave. Il y a un certain nombre de solutions. Le premier des leviers, vraiment celui qu'il faut mettre en œuvre de manière impérative, c'est de réduire nos émissions, réduire notre consommation d'énergie fossile. Ça, c'est vraiment de carbone fossile. Ça, c'est vraiment le premier. Et stocker du carbone dans les écosystèmes terrestres, c'est un des leviers qu'on peut mettre en œuvre. Alors, c'est un levier qui est quantitativement important. C'est un levier qui est intéressant parce il est lié associé à d'autres bénéfices. On fait d'une pierre deux coups, voire trois. C'est-à-dire, quels autres bénéfices? Coups. Justement, la fertilité des sols, la qualité des sols, la biodiversité, l'aptitude des sols à résister au ruissellement, à l'érosion, donc augmenter l'infiltration de l'eau. Et là aussi, l'aptitude des sols à contribuer à ce que les agroécosystèmes, les écosystèmes s'adaptent mieux au changement climatique. Des sols riches en matière organique retiennent mieux l'eau. Et donc, des sols qui retiennent mieux l'eau, ils sont mieux capables d'encaisser des épisodes de sécheresse en particulier. Des sols qui sont mieux agrégés, ils sont mieux capables d'encaisser des pluies violentes et donc qui peuvent générer des phénomènes d'érosion. D'accord. Donc, en considérant les sols comme un puits de carbone, finalement, on ne les assimile pas seulement au carbone, mais on fait… on a un bénéfice multiple. Le sol en tant que puits de carbone, si on augmente cette capacité à absorber le carbone, on augmente la fertilité avec tous les co-bénéfices qu'on a à côté. Voilà. Et pour moi, c'est la principale raison, j'ai envie de dire, pour augmenter entretenir les sols en matière organique et les enrichir en matière organique. D'où l'intérêt, je repose la question, d'où l'origine, du programme 4 pour 1000. Si on augmente de 0,4% la teneur en carbone des sols, on absorberait en théorie tout le carbone que nous émettons chaque année, c'est ça? On pourrait compenser, oui, si on fait un calcul, alors c'est un calcul à la louche, c'est un calcul macro et vraiment à l'échelle de la planète, on pourrait stocker l'équivalent du flux net, de la quantité nette qui va de la planète vers l'atmosphère. Alors ça, ce calcul, il a été fait pour donner l'ordre de grandeur, pour montrer à quel point de petits changements dans les sols pouvaient avoir des conséquences. Et il faut aussi, moi je le présente souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire si on perdait chaque année 0,4% des sols du monde, et ça on sait faire, c'est assez facile, on doublerait l'effet de serre. Ah oui, juste 0,4%. Oui, j'inverse le calcul. D'accord. J'inverse le calcul. Donc c'était effectivement ça a été le logo, le slogan de l'initiative, et c'était pour donner vraiment l'ordre de grandeur. L'initiative, elle ne dit pas vous devez stocker 0,4% par an dans vos sols, c'est pas ça du tout, mais c'était pour donner l'ordre de grandeur. D'accord. Alors, l'ordre de grandeur, j'ai un chiffre qui vient de vous. Claire Chenu, une publie de 2015 ou 2016. Vous dites les sols agricoles, c'est en moyenne 50 tonnes de carbone par hectare. Et donc, le 4 pour 1000, ça viserait, on arriverait à augmenter ce stockage de 0,2 tonnes de carbone par hectare et par an. Et donc, on en arrive à la question d'aujourd'hui. Comment on fait pour stocker ce carbone et pour augmenter ce flux de carbone à destination des sols? Alors, la quantité de carbone qu'il y a dans le sol, ça dépend de ce qui rentre comme carbone et de ce qui sort. C'est un réservoir. Voilà. Il y a forcément un flux. Oui. Il y a forcément un flux. Et le principal levier d'action, c'est d'augmenter ce qui rentre. Donc, c'est d'augmenter les entrées de carbone au sol. Et augmenter les entrées de carbone au sol, c'est augmenter les entrées de biomasse au sol. Alors, tout qui peut être de la biomasse transformée, des composts, des fumiers, etc., mais surtout de la biomasse fraîche. Et donc, derrière, d'augmenter la photosynthèse, d'augmenter la production végétale. Et ça, il y a différentes manières. C'est en augmentant la durée dans laquelle il y a de la végétation, donc c'est les intercultures, ne serait-ce que les cultures pièges à nitrate, les prairies temporaires, augmenter les surfaces sur lesquelles on fait pousser des végétaux, ce sont les cultures intercalaires, l'enherbement des vignes, l'enherbement des vergers, c'est les plantes de culture associées, plantes de couverture, c'est l'agroforesterie également, puisque ça revient, on fait de la photosynthèse au-dessus des cultures. Voilà, c'est le principal levier d'action, c'est ça, c'est augmenter la photosynthèse, augmenter les restitutions de carbone au sol. Alors bien sûr, ça suppose derrière de restituer au sol.
une partie de cette biomasse, de ne pas tout exporter. En tout cas, ce que vous dites, ça semble être le premier pilier de la conservation, de l'agriculture dite de conservation des sols, c'est-à-dire d'abord on couvre et on couvre oui. Pour apporter un maximum de matière organique au sol. C'est ça. D'abord, c'est la première chose. C'est la première chose. C'est plus efficace que d'essayer de réduire les sorties. D'accord. Réduire les sorties serait de réduire la minéralisation, la biodégradation par les organismes vivants et donc la minéralisation. D'accord. Et est-ce qu'on peut faire la différence en termes d'apport entre des feuilles qui tombent, entre une culture que l'on coupe et qu'on laisse sur le sol, entre du fumier qu'on vient rajouter, ou du lisier, ou un compost? Est-ce qu'on peut mesurer les apports en termes de carbone sur un temps donné pour un même sol? Oui, on peut mesurer les apports en termes de carbone pour un temps donné par unité de surface du sol. Et on sait que la qualité biochimique de ce qu'on apporte va influencer ce qui va rester dans le sol. On pourrait dire le rendement en carbone du sol. Toutes les matières organiques n'ont pas le même rendement en carbone du sol. D'accord. On verra ça précisément après, mais une fois que ce carbone est là, qu'est-ce qui devient dans le sol? On a l'impression quand on dit stock, on est dans une boîte, on l'a enfermé, c'est fini, il va rester là ad vitam aeternam, et que donc le 4 pour 1000, une fois qu'on l'aura atteint, on pourra s'en laver les mains, c'est terminé, on aura tout stocké. C'est ça, le carbone, il ne bouge plus, ou au contraire, il faut le travailler, au contraire, il va bouger, qu'est-ce qui se passe? Il bouge tout le temps. Il bouge tout le temps. Maintenant, il y en a une partie qui en a tous les atomes de carbone, toutes les molécules carbonées ne bougent pas à la même vitesse. Il y en a qui vont, des molécules qui vont rester dans le sol quelques heures, quelques jours, d'autres quelques mois, quelques années, quelques décennies, puis certaines quelques siècles, voire certains millénaires. Donc, le temps de transit au travers du sol, il est très variable. Mais vraiment, ce qu'on appelle stockage, quand on dit on veut augmenter le stockage, c'est qu'on veut augmenter la quantité totale présente. Ça ne veut pas du tout dire qu'on veut que ce soit dans un coffre-fort fermé. On serait bien embêté, si les matières organiques n'étaient pas transformées, on serait bien embêté parce que les matières organiques, il n'y a pas que du carbone. D'abord, il y a du carbone, c'est ça qui fait vivre les organismes vivants. La plupart d'entre eux, ils mangent du carbone. Et puis, il y a aussi de l'azote, il y a du phosphore, il y a du potassium, etc. D'autres éléments. Et donc, il y aurait plus, si le carbone était immobilisé, si c'était un bloc immobile, en termes de fertilité des sols, ce serait pas du tout intéressant. Donc, on a besoin d'en avoir plus, mais on a besoin que ça tourne. Voilà, on a besoin que ça tourne, c'est ça. On a besoin que ça tourne. Alors, on a vu avec vous comment il faut faire pour amener le carbone, mais maintenant, comment on fait pour le faire tourner dans le sol? Pour le faire tourner, en conditions, normales, plus on en apporte, plus il y aura d'organismes qui vont se développer, plus ça va, et donc plus une fraction importante va tourner. Et quels organismes le font le mieux tourner, ce carbone dans le sol? Ils n'ont pas tous le même rôle. Il y a ceux qui l'incorporent dans le sol, les vers de terre, par exemple. Il y a ceux qui le fragmentent, les mille-pattes, les cloportes. Et puis, il y a ceux qui le transforment en molécules plus petites et puis qui le minéralisent. Et là, ce sont les bactéries et les champignons surtout. Donc, tous ne font pas la même chose, mais ils sont tous nécessaires. C'est une chaîne. D'accord. Alors ça, c'est le brut, c'est ce qui arrive. Après, il y a ce qui sort. On dit, et je l'ai écrit, peut-être n'aurais-je pas dû, qu'il ne faut surtout plus labourer, il ne faut surtout plus toucher les sols, parce que dès lors que la charrue va percer le sol, paf, terminé, on aura perdu tout le bénéfice quasiment en un instant. Est-ce que le labourage, le travail du sol libère forcément du carbone dans le sol, celui qui a été stocké? Alors, il libère du carbone dans l'atmosphère, pardon. Quand on se pose la question de labourer ou pas, on ne s'intéresse pas qu'au carbone en général. Oui. On se pose des questions en termes de résistance des sols à l'érosion. Bien sûr, il y a toutes les motivations pour l'agriculteur de labourer ou non, mais en termes de propriété du sol, de résistance à l'érosion, d'avoir un paillis qui couvre le sol de l'érosion, de biodiversité, de certains organismes, et puis effectivement de matière organique. Alors là, les résultats, la perception que nous avons de ça, la connaissance que nous avons de ça, en fait, a pas mal évolué ces dernières années. Et on sait aujourd'hui que dans nos conditions tempérées, le labour lui-même a peu d'effet sur le stockage de carbone dans les sols. Ah oui. Ah ouais, c'est contre-intuitif. On imagine qu'en retournant, il va y avoir une minéralisation, une oxydation, et boum, on va faire du CO2. Oui, mais en retournant, on incorpore aussi, on va dire à 20-30 cm dans le sol, des petits morceaux de matière organique qui vont se retrouver entourés d'argile et qui vont les protéger. Donc, on joue sur les deux. Et puis,
Mais je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Donc non, ça n'est pas un épisode quand on fait aujourd'hui, donc on a fait beaucoup de ce qu'on appelle nous des méta-analyses, c'est qu'on compare plein d'études, on donne des critères super sérieux pour vraiment les comparer. L'effet du semi-direct sur les stocks de carbone en climat tempéré, il est nul ou très faible. Alors, par contre, mais attention, c'est qu'on passe en situation labourée, on a une concentration en carbone qui est homogène sur toute la profondeur labourée. Dès qu'on ne laboure plus, on a quelque chose qui est comme ça. C'est-à-dire c'est très riche en surface et puis ça s'appauvrit progressivement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on considère une épaisseur de sol de 30 cm à 1 mètre, les stocks, les quantités totales de carbone, elles sont les mêmes en semi-direct et en labour en conditions tempérées. Par contre, je veux dire, avoir des concentrations en carbone très riches à la surface du sol, ça peut être super intéressant. D'accord. Mais ce n'est pas stockage de carbone. D'accord. Alors, par contre, ce que vous dites, si ça ne s'applique pas à, on prend l'hypothèse d'une prairie qu'on retourne brutalement en une journée pour faire du maïs, là, par contre, a priori, on va émettre beaucoup de carbone. Si on retourne une prairie, même chose, si on défriche une forêt, qu'on retourne le sol, on expose le sol à la pluie, on provoque une intense minéralisation, là, on a des pertes importantes de carbone des sols. Donc vraiment, pour ce qui est de la gestion des matières organiques, la priorité, déjà, c'est de ne pas déstocker, c'est de ne pas perdre ce que l'on a. D'accord. Nicolas, et c'est assez étonnant. On voit encore aujourd'hui, quand on suit des séquences, des chronoséquences de teneur en carbone, de teneur en matière organique de certains sols cultivés, on voit encore aujourd'hui des arrière-effets de retournement de prairies il y a 10 ans, par exemple, il y a 15 ans. Mais ça se voit quoi? Je ne comprends pas. Mettons, j'ai retourné une prairie, ensuite je fais toujours la même chose pendant 15 ans, et ma teneur en carbone, teneur en matière organique, elle va diminuer fortement les premières années, puis après elle va continuer tout doucement à diminuer. D'accord. Même si je fais toujours la même chose. Et ce ne sont pas forcément mes pratiques aujourd'hui qui sont en cause. C'est que je suis toujours en train de débobiner le vieux carbone de la prairie. Mais pourquoi? Parce qu'on a modifié trop profondément la structure du sol ou l'écosystème? Oui, on a modifié profondément les équilibres, l'écosystème. Donc vraiment, en termes de message, la priorité, c'est de préserver ce qu'on a. Et les prairies permanentes, elles sont exposées, elles sont en danger un peu partout, en France, en Europe. Et ça représente des stocks vraiment importants. Nicolas Sestrière, vous êtes rassuré? Vous n'osiez peut-être plus labourer, maintenant vous allez y aller de bon cœur, c'est bon? Non, ça fait longtemps qu'on ne laboure plus ici, là, mais on se pose beaucoup de questions au niveau du travail du sol, même s'il n'est que superficiel. Je me présente un peu, là, du coup, vous produisez quoi, où et sur combien de surface? J'ai 224 hectares en céréales bio, tout fraîchement bio. J'ai fait ma dernière récolte C2 aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, l'idée, j'ai évité de ces terres-là, qui sont très hétérogènes, avec des taux de matière organique assez faibles, 1,2 à 2 de MO selon les parcelles. Des terres qui peuvent se tasser, qui peuvent être sensibles à l'érosion. Donc, moi, pour les préserver, l'idée, c'est quand même d'essayer de remonter ces taux de matière organique. Donc, avec tout ce qu'on entend, on a toujours peur d'aller scalper en plein été, de faire des petits travails de sol pour détruire les adventices ou re-aérer le sol s'il s'est pris en masse. Donc, là, vous me rassurez, sur le travail du sol, je ne déstocke pas trop de carbone. Après, du coup, je mets en place vous appelez ça des cultures intermédiaires. Moi, j'appelle ça des couverts. Oui. Entre deux cultures, multi-espèces. Donc là, l'idée aussi, la question, c'est est-ce que la biodiversité, quand on va implanter un couvert avec 7, 8, 10 espèces différentes dedans, sur une durée de 7-8 mois, peut jouer aussi sur la quantité de carbone stocké dans le sol? Alors là, je suis désolée, je vais dire, il faut qu'on fasse plus de travaux. Il y a des travaux en prairie qui ont montré que oui, la diversité des couverts prairiaux augmente le stockage de carbone. Mais pourquoi? C'est la diversité de ce qu'on voit de l'aérien ou c'est la diversité des racines? Alors, ce qui n'a pas été identifié, c'est si c'était la diversité des racines ou la diversité des organismes associés aux racines. D'accord. La diversité des bactéries, la diversité des champignons, la diversité de la microfaune, ça on ne sait pas. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment une question importante en termes de connaissances bien sûr expliquées, puis en termes de gestion. Et puis du coup, ça pose l'agriculture de conservation. Un des 3 piliers, c'est la diversification des rotations.
Donc, il y a la diversité. Vous parlez de diversité en un moment donné, mais il y a aussi la diversification dans le temps. Effectivement, c'est une question intéressante, Nicolas, parce que si on prend ça au pied de la lettre et juste au carbone stocké, oui, dans ce cas-là, faisons de la monoespèce, de la monoculture, une seule espèce intercalaire qui va produire beaucoup. En gros, on fait comme les plantations d'eucalyptus, mais effectivement, la question de la biodiversité, elle est fondamentale. Et vous faites quoi alors comment vous travaillez la recherche ne peut pas tout expliquer. Comment vous faites pour conduire vos itinéraires? Vous vous basez sur quoi? Vous vous formez comment? Vous êtes formé comment, vous, de façon empirique? Moi, j'ai un petit cursus agricole classique avec un BTS Axe. Bon, là encore, l'agronomie n'était pas au rendez-vous à cette époque-là. Je ne suis pas bien vieux, mais je pense qu'on n'était pas encore influencé par ça. Du coup, aujourd'hui, les infos, on les chope dans des revues techniques type TCS ou sur Internet, sur des forums, en suivant des résultats de chez AgroLib ou des choses comme ça. Donc, voilà un peu ce que je peux avoir comme info moi aujourd'hui. Et avec le réseau Sol aussi, on apprend un peu le fonctionnement, un peu le côté scientifique du sol et voilà comment ça marche, comment évoluent les choses. Et ça, c'est une bonne approche aussi. Et du coup, on a quand même besoin de ce côté-là agronome pour pouvoir après nous faire pousser nos cultures derrière, parce que l'idée c'est ça, c'est quand même de pouvoir nourrir notre sol pour qu'il nourrisse nos plantes. Voilà. Claire, est-ce qu'on a une idée du rôle des arbustes, des arbres en haie, en bosquet, en intraparcellaire, entre les parcelles, sur l'apport en matière organique? Oui, ça augmente les apports en matière organique. Et vous faisiez référence à un chiffre de 4 pour 1000, 0,2 tonnes par hectare et par an. En agroforesterie, dans les conditions de la France métropolitaine, on est souvent au-dessus, par exemple. Mais oui, on augmente le volume de feuilles qui est restitué au sol, il y a le volume de racines de l'arbre. Et puis, il y a une agroforesterie linéaire, il y a forcément une bande qui n'est pas labourée. Et il y a une végétation spontanée qui se développe. Et mine de rien, elle aussi, elle fait de la biomasse. Vous avez ça chez vous, Nicolas? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour planter des haies? On est dans un truc un peu délicat. Ça a été remembré fortement il y a une quarantaine d'années. Beaucoup de haies ont disparu. Tout a été drainé en systématique. Aujourd'hui, réintroduire des arbres au sein des parcelles, c'est assez délicat, quoi. Pourquoi? En intraparcellaire, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a les drains. Ouais. Et alors? Et si on plante des arbres, ils vont faire des racines et boucher les drains. D'accord. Voilà un peu le problème qu'on peut avoir à l'intraparcellaire. Et on ne peut pas dédrainer. Question bébête. Alors là, je ne sais pas du tout. Là, ça doit être un chantier assez pharaonique de dédrainer une parcelle parce qu'il ne faudrait pas en laisser un seul morceau. Et puis, ça fait 30 ans que ça a été fait. Il y a des capillarités qui se sont créées dans le sol où l'eau est attirée. Et si c'est bouché, ça ressort, quoi. Il faut bien que ça sorte quelque part, quoi. Et du coup, ça fait des mouillères. Voilà. Et c'est pour cultiver. Bon. Nicolas, la matière organique, vous l'amenez comment, vous? C'est uniquement vos cultures intercalaires, c'est uniquement votre couvert, ou vous amenez du compost, vous amenez du fumier? Alors là, j'avais commencé avec les cultures intermédiaires, donc un systématique derrière des pailles, introduire un couvert long de 7-8 mois, avec soit des couverts biomax implantés à une seule fois qui font l'été, l'hiver et le début du printemps, soit des couverts d'été suivis d'un couvert d'hiver. Là, cette année, j'ai attaqué l'apport de compost, de déchets verts. Voilà. D'accord. Que vous faites vous-même ou que vous faites venir? Non, ça, on achète, on fait épandre. C'est beaucoup de frais, en fait. Et du coup, voilà, je me posais aussi des questions de quelle quantité de carbone on pouvait amener grâce à ces composts de déchets verts. Eh bien, il faudrait quelqu'un pour vous répondre. Par exemple, Claire Chenu, ça tombe bien, elle est là. Mais j'ai envie de dire, ça dépend de la ressource que vous avez. On pourrait dire, a priori, plus vous en apportez, mieux ça vaut. Mais il n'y a pas que du carbone dans les composts, hein. Il y a aussi de l'azote, il y a aussi du phosphore. Et puis, voilà. Donc, et puis, il y a même ça dépend de quelle matière organique vous apportez. Mais on peut même avoir à se préoccuper de métaux lourds et de. Voilà. Là, je veux dire, voilà, c'est plutôt, c'est pas trop de carbone qui sera un problème. D'accord. Nicolas, allez-y, vous ne coupez pas la parole. C'est homologué en bio, du coup, c'est déchets verts. Il n'y a pas de métaux lourds, de boues d'épuration. Claire, d'un point de vue académique, il n'y a pas
il n'y a pas une meilleure matière organique qu'une autre? Il n'y en a pas une plus mauvaise? On ne peut pas avoir de conseils là sur l'étagère pour les agriculteurs? C'est quoi? C'est à la fin. Qu'est-ce que dit la recherche? Des conseils sur l'étagère, me méfie un peu. Vous avez raison. Non, ça dépend. C'est toujours la même chose, c'est que ça dépend pourquoi faire. Ouais. Ça dépend pourquoi faire. Si on apporte un compost frais, encore très, très pailleux, avec plein de débris frais, qui est donc très riche en carbone, très pauvre en azote, pour le décomposer, les micro-organismes vont pomper l'azote minéral qui est dans le sol. Ça peut du coup occasionner une fin d'azote. Donc on va dire dans cette situation-là, c'est pas bon. Si au contraire c'est un compost que j'apporte ou que j'incorpore à l'automne, à un moment où il y a pas mal d'azote minéral dans le sol, et le compost va immobiliser l'azote minéral du sol et c'est positif. Voilà, donc il n'y a pas du tout bon pour quelque chose et du tout bon tous azimuts et du tout mauvais tous azimuts. Sauf s'il y a un produit contaminé, il est contaminé. Voilà. Il n'y a pas de solution toute prête, valable dans toutes les situations. Alors par contre, l'INRAE, corrigez-moi si je me trompe, a fait un travail qui évalue le rapport coût-bénéfice, je crois, pour les différentes pratiques qui apportent de la matière organique. Et globalement, c'est un peu ce que dit Nicolas, ça coûte un peu cher quand même. Alors, effectivement, l'INRAE a piloté et fait une étude que moi je trouve assez remarquable, puisque la question qui était posée, c'était combien est-ce qu'on pourrait stocker de carbone dans les sols à l'horizon 30 ans, en mettant en œuvre les pratiques que l'on sait être stockantes. Et c'est un travail qui a été fait par tout un groupe d'experts. On a fait l'inventaire des pratiques stockantes, donc celles que je vous ai énumérées. Ensuite, on s'est posé la question de où est-ce qu'on pouvait les mettre en œuvre. Typiquement, de l'agroforesterie, on va pas en mettre en œuvre, on va pas faire ça sur des sols très superficiels, on pourrait pas s'enraciner, ou passer à trop de problèmes de compétition pour l'eau. Voilà, donc on a essayé de définir sur quelle surface on pouvait le faire, et puis ensuite, on a mis ensemble toutes ces données, puis les données sols, pour calculer quel serait un stockage potentiel. Donc on a une estimation du potentiel technique, on pourrait dire, ce qu'on pourrait faire au plan technique pour stocker du carbone dans les sols. Donc on est arrivé à une certaine valeur. Qui est de un peu plus de 8 millions de tonnes de carbone par an. Ça vous dira rien, c'est pas grave, parce que vous donnez l'ordre de grandeur, c'est 7%, ça correspond à 7% des émissions nationales et à 41% des émissions agricoles. Donc c'est pas la solution miracle, mais je veux dire presque la moitié des émissions agricoles, on peut pas négliger ça. Alors ça, c'était sans tenir compte du coût. Et puis, des économistes des équipes ont fait, pour chacune des pratiques, ont estimé combien ça coûtait. Et là, plus on se donne des règles strictes en termes de coût, plus on diminue ce qu'on pourrait stocker. Donc, ça a un coût. Et par exemple, si on considère que le coût de la tonne de carbone, il est je sais plus, il est de combien? Il est de 50 euros. 55, je crois, dans le rapport. 55 la tonne de CO2 équivalent. À ce moment-là, on ne pourrait plus stocker pour ce prix-là que la moitié des chiffres que je viens de vous donner. Donc, et si on était à 130, ce que rêvent des économistes comme Christian de Pertuis, on serait à combien? Alors, je ne sais pas, mais on ne serait pas loin des 8 millions que je vous ai annoncés. D'accord. Donc, il faut un prix du carbone élevé sur les marchés. Voilà, ça a un coût. Alors, toutes les pratiques ne coûtent pas aussi cher, mais Nicolas parle de planter découvert. Ça veut dire quand même planter découvert, il faut acheter les semences. Et puis des opérations avec tracteur, donc c'est du temps, c'est du fuel, c'est de l'usure de matériel agricole. Donc ça a un coût. Toutes les pratiques. 70 € l'hectare à peu près, ouais. Voilà. Combien vous dites, Nicolas? 70 € l'hectare? La multi-espèce plus le semis, c'est 110, 120 € l'hectare. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, et du coup, il pourrait y avoir une compensation versée à l'agriculteur gagée sur le prix de la tonne de carbone sur le marché européen, c'est ça? Ça pourrait être ça. Mais ça pourrait, on peut envisager d'autres manières de rétribuer les agriculteurs pour ceci. Ça pourrait être, rêvons dans la politique agricole commune. On va y venir à la fin de cette émission, Claire, parce qu'il y a des choses à nous dire là-dessus. Je voulais entendre Baptiste Algaillère et ses 3 acolytes. Vous travaillez sur des sols viticoles, donc des sols dont on ne peut pas dire que la richesse en matière organique soit à l'image de la richesse des jus qu'elle fournit, cette terre, dans le Minervois. Comment vous réagissez aux propos qui ont été tenus? Quelles questions vous auriez à poser à Claire Chenu? Des questions, on en a plusieurs. Donc, nous, on a la particularité, donc, dans notre association, de réunir à la fois des viticulteurs et des maraîchers. D'ailleurs, on a Baptiste ici présent qui est maraîcher.
Benjamin et Mathieu, qui sont viticulteurs, vignerons d'ailleurs. Et on a aussi la particularité d'être en région méditerranéenne. Alors, la première question qui m'est venue quand j'entendais tout à l'heure la relation entre l'impact du labour sur le bilan en carbone, on parlait de région tempérée. Mais j'imagine du coup que pour la Méditerranée, ce n'est pas forcément la même chose. Et non, effectivement. Effectivement, en Méditerranée, on a un stockage additionnel. Enfin, les résultats qu'on a montrent plutôt un stockage additionnel en non-labour, en semi-direct par rapport au labour. Et c'est lié au régime hydrique. D'accord, ok. Schématiquement, dans des conditions, enfin, je schématise, mais dans des conditions où le paillis se décompose très rapidement parce que le sol est humide, donc le paillis est humide, et puis qu'en plus l'azote passe du coup facilement dans le film d'eau entre du sol au paillis, les paillis se décomposent très rapidement. Conditions tempérées humides. Par contre, en conditions méditerranéennes, les paillis se décomposent moins facilement et on a un stockage additionnel. Bon, leur matière finit par s'incorporer au sol, mais on a un stockage additionnel. Vous, Baptiste, sur votre territoire, les vignes sont conduites comment? C'est labouré, c'est enherbé entre les rangs, c'est paillé, qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser la parole à mes amis vignerons sur la conduite. Enfin, on ne peut pas vraiment parler de labour ici. On est plus un grattage en surface, un travail du sol. Mais... Ouais, griffage, c'est ce qu'on appelle griffage, quoi. Après, il y a le travail du cavaillon qui se fait un peu plus en profondeur. Mais que ça soit. Bon, pour nous deux, je pense qu'on est loin un peu de tout ça parce qu'on est engagé auprès de l'association Chemin Client depuis longtemps. Et du coup, on a développé des pratiques qui commencent à s'éloigner, en fait, finalement, du labour et des pratiques entre guillemets techniques, quoi. Alors, moi, je travaille avec de la brebis, je vise un peu la prairie permanente. Je reviens à cette idée de prairie. On la nomme. Alors, peut-être pourquoi? C'est quoi les vertus d'une prairie? Peut-être démarrer aussi par ça. Pourquoi elle nous sert de référence et qu'est-ce qu'elle peut avoir de vertu et qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle, que ce soit en production de matière végétale ou simplement de valeur ajoutée, peut-être. Claire, la prairie, c'est vraiment la cite tout le temps, hein, une espèce de climax d'idéal carboniquement correct. Pouvez-vous éclairer notre amie, chère Claire? Alors, du point de vue du sol, l'intérêt de la prairie, c'est qu'il y a une végétation permanente qui est installée et donc une stratification du coup des organismes vivants dont l'habitat est permanent, qui sont stratifiés en profondeur, et les prairies se caractérisent par le fait qu'il y a une très forte biomasse souterraine qui entretient une vie du sol importante et qui a des vertus en termes de stockage de carbone, en termes de cohésion des sols, résistance à l'érosion. Mais c'est le fait d'avoir une végétation, un couvert végétal dense et permanent. Voilà, et c'est ce qui fait que ça stocke, c'est le sol, l'écosystème qui stocke le plus avec l'écosystème forestier, le sol forestier. Tout à fait. On pourrait dire que pour pratiquement tous les sols, le maximum qu'on puisse obtenir dans l'idéal, c'est ce qu'on observe sous prairie permanente ou sous forêt. Et par contre, le pire, du point de vue du carbone, c'est le sol viticole, le sol de vigne, Claire. Je pense que c'est le sol urbain. Ce sont des sols avec peu de... Ah non, les sols urbains, c'est très variable. Hein. Oui, il y a les parcs. Mais non, mais c'est que les parcs, par exemple, les parcs, il y a des prairies dans les parcs, dans les jardins urbains. Donc, c'est très variable, les jardins urbains, les sols urbains. Vignoble, oui, il y a des faibles restitutions. Une vigne, ça ne fait pas tellement de biomasse. Et donc, pour amener de la biomasse, il faut forcément faire l'intercalaire de l'interrang pour amener de la biomasse dans une vigne? Oui, oui. Mais je veux dire, autre chose, quand tu dis les sols de vignobles sont les pires en termes de teneur en matière organique, et autre chose, c'est que les vignobles, on ne les installe pas n'importe où. Oui. Donc, très souvent, ils sont installés sur des sols peu profonds, des sols caillouteux, des sols en pente. Donc, ce n'est pas forcément la viticulture qui les rend pauvres en matière organique, c'est le type de sol aussi. D'accord. Mais Baptiste, si vous faites de l'interrang, il y a cette fameuse concurrence pour l'eau, il y a une conséquence, il y a un effet secondaire que vous mesurez? Dans certains cas, on peut avoir une concurrence, notamment par rapport à la ressource en eau, surtout en Méditerranée. Dans certains cas, il peut y avoir un problème. Et souvent, ce problème, il se télescope avec l'obligation d'implanter des couverts pour lutter contre l'érosion. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sols en pente avec vignes implantées où on va mettre des interrants pour limiter l'érosion, mais du coup, on va subir une concurrence en eau qui peut, dans certains cas,
se traduire avec un déficit de rendement. De combien? Et ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, c'est fortement nuancé par les récentes discussions que j'ai eues avec mes collègues qui disent que c'est difficile de faire la part des choses entre les différents facteurs sur la baisse des rendements. On peut accuser, qui est de combien? Qui est de quel ordre la baisse des rendements? Pardon? Qui est de quel ordre cette baisse de rendement? Elle peut être de 30%. Hein. Ouais, mais on est à moins 30%, moins 40%. C'est énorme. Pour une raison de sécheresse, pour une raison de maladie, de milieu. On est tellement sur quelque chose de multifactoriel qu'on a du mal. Et nous, généralement, on change notre pratique, on change la qualité de nos vins, on fait tout en même temps, ce qui fait que, résultat des courses, à la fin, le bilan, on l'a pas, en fait. Enfin, c'est quand même gigantesque. Finalement, faire de l'interrant, c'est pas très rentable pour vous. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux amener de la matière organique, d'importer de la matière organique? Ce que veut dire Mathieu, c'est qu'il y a plein de facteurs. C'est qu'il ne sait pas quelle est la part de. Moi, j'ai compris, il ne sait pas quelle est la part de l'interrant par rapport aux maladies, par rapport à la sécheresse. Et la difficulté, c'est de découpler. Et un agriculteur ne peut pas se permettre de faire des essais. Enfin, pas toujours. En tout cas, vous aviez. Oui, allez-y. Pardon. Par rapport au couvert végétal, il y a différents paramètres sur lesquels on peut jouer. Il y a des viticulteurs qui privilégient un couvert spontané, c'est-à-dire qu'on laisse pousser la végétation à l'interrang et on y travaille en débroussaillant ou en faisant un grattage de surface. Il y a aussi pas mal de personnes qui font des couverts semés. Il y a un petit peu, du coup, un premier paramètre, des couverts spontanés contre des couverts semés. Une façon de traiter les couverts, parce que il faut gérer les couverts aussi en fonction du calendrier et des autres travaux liés à la vigne, qui sont parfois nombreux. Et donc, il y a tout un micmac à ajuster par rapport à ça. Il y a des personnes qui se posent la question, par exemple, sur est-ce qu'il vaut mieux enterrer un couvert végétal ou est-ce qu'il faut mieux juste le débroussailler? Il y a aussi une question par rapport à la nature des couverts. Est-ce qu'il suffit d'apporter un paillage exogène, de la paille, du compost, ou est-ce qu'il est préférable de laisser un couvert, entre guillemets, vivant qui se développe? C'est aussi une des questions. Et ça, vous n'avez pas de réponse, vous? Nous? Oui, vous ne trouvez pas la réponse? Disons qu'il y a une multitude d'initiatives qui sont faites à l'échelle individuelle des vignerons. Et notre idée, justement, c'est d'essayer de faire la part des choses, de mettre en commun, de produire des communs, des bases de données accessibles pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire profiter au plus grand nombre. Claire? Mais je ne sais pas, dans des situations où si la compétition pour l'eau est importante, moi j'ai l'impression que du coup, ça peut être intéressant d'apporter une matière organique exogène, d'apporter un paillis, d'apporter un compost, parce que là, il n'y aura pas de compétition pour l'eau. Par contre, ça suppose d'avoir la ressource. Est-ce que vous l'avez, la ressource? Qui peut vous fournir la matière organique, Baptiste? Ils sont derrière. Malheureusement, Veolia. Malheureusement, Veolia. D'accord. Il n'y a que eux. Les bouts de station d'épuration, c'est ça? Non, mais par exemple, Mathieu qui met en place du pastoralisme dans les vignes, il peut y avoir aussi une logique de production de fumier. Sinon, l'idée, Mathieu fait pas mal d'apports de broyat, de ligneux. Mais encore une fois, c'est pas non plus ça n'acidifie pas les sols, l'apport de ligneux? Pas forcément. Non, pas forcément. Non. D'accord. Ouais, pas forcément. Claire, est-ce que ça soulève la question des transferts de matière organique? Est-ce que pour les faciliter, il faut en organiser entre les régions qui en surproduisent comme la Bretagne et celles qui en ont moins comme le Cantal, ou est-ce qu'il faut mettre de la polyculture élevage à l'ancienne partout? D'abord, je sais, polyculture élevage à l'ancienne peut-être pas, mais polyculture élevage telle qu'on pourrait la concevoir de nos jours peut-être, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas capable de répondre à une question sur des contraintes Mais par contre, déplacer des fumiers, des lisiers d'une région à une autre, non, c'est pas faisable. Ça coûte beaucoup trop cher le transport. Beaucoup trop cher, c'est ça, tout simplement. Donc non, c'est pas envisageable. Nicolas? Non, il faut mettre votre micro, Nicolas. Non, le micro. Le micro n'est pas branché, Nicolas. Voilà, Nicolas. Je disais donc que le bilan carbone était pourri si on commence à transporter des liquides de Bretagne. Voilà, si on fait 700 bornes avec un camion pour vider dans un champ, on est mal. Je pense qu'on est mal, quoi.
C'est sûr que moi, j'ai un truc qui me travaille depuis quelques temps, ouais, c'était de faire revenir les animaux en fait dans les champs. Moi, je suis pas éleveur, hein, je suis pas éleveur. Du coup, l'idée est de laisser la place et d'ouvrir en fait ces parcelles sur les couverts à un éleveur qui viendrait les pâturer directement sur place. Voilà, trouver un éleveur sans terre pour réapprovisionner aussi le sol en bactéries, en matière organique animale. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Une forme de transhumance, Claire. Moi, Voilà. ce que j'en pense, c'est que ça me semble être une manière très intéressante de contrôler le couvert. C'est Voilà. quand même mieux que d'utiliser des herbicides, me semble-t-il. Oui, bah, là, nous, c'est plutôt le broyeur et après des mulchages. Voilà. Donc, moi, ça me semble très intéressant. Mais donc, si vous avez possibilité d'avoir ce genre de contrat, d'arrangement avec des éleveurs. Hein. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Mais du coup, il y a moyen, mais vous ne le savez pas, Nicolas. Comment? Il y a moyen, mais vous ne le savez pas, ce n'est pas des pratiques si courantes C'est que des ça. pratiques qui ne sont pas du tout encore vulgarisées, quoi. Il y a quelques personnes qui essayent de faire ça en France et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen. Il y a moyen de lancer ce genre de projet, quoi, de partager. On produirait énormément, en fait. On pourrait produire nos céréales, de la biomasse, des racines et en même temps, de l'animal, quoi. Voilà. Et en plus, fera des belles crottes sur la terre, ça rajoutera de la matière organique, tout le monde serait content. On peut ramener de la matière fraîche quand même intéressante, je pense, pour nos cultures qui vont suivre. Et ouais, allez-y. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, on va lancer, imaginons un seigle. Un seigle, à cette époque-ci, on va le semer, on va le récolter au mois de juillet, on va sortir 4 ou 5 tonnes de graines, on va laisser dans le champ 5, 6, 7 tonnes, ça dépend de la biomasse, de matière sèche sur la parcelle. On va implanter un couvert un mois après. Là, on va faire d'ici l'automne 3-4 tonnes de matière sèche. D'ici le printemps, 4 ou 5 tonnes de plus pour après implanter une culture d'été. Donc, on a toujours un truc qui pousse dedans avec quand même pas mal de racines. Là, je pense qu'on doit peut-être rejoindre un peu la prairie, là, si on a toujours quelque chose de poussant, non? Et si on n'exporte que la graine. Claire. Oui, quand je disais, alors je ne saurais pas comparer, il faudrait comparer strictement, hein, si c'est pas, par exemple, d'un point de vue carbone du sol, il faudrait comparer strictement sur des années, etc. Mais par rapport à ce que je disais, une végétation permanente, avec des systèmes racinaires en permanence dans le sol, on s'en approche, oui. Donc, oui, non, mais couvrir le sol le plus possible. Au maximum, ouais. Mais effectivement, avec la limite de la compétition pour l'eau dans certaines situations. Puisque tout décidément tourne autour de la prairie, il y a une question pour vous posée par nos amis. Frédéric Bornet. Zut, je l'ai perdu. En gros, voilà, si la prairie est très riche, si le stock de carbone de la prairie est très important, on aura bien du mal à l'augmenter. Donc, sous-entendu dans cette affirmation, à quoi ça sert? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux cibler dans l'objectif du 4 pour 1000, voilà, les terres qui sont moins riches pour en faire augmenter la teneur en carbone plutôt que des écosystèmes comme la prairie, des agrosystèmes comme la prairie. On n'augmentera pas la teneur ou très faiblement la teneur en carbone de prairies permanentes. Donc effectivement, là, ça y est, on est déjà en haut. Là où il y a une marge de manœuvre, ce sont les sols sous culture annuelle. Effectivement, ce sont les sols qui sont aujourd'hui pauvres en matière organique. Donc, tout à fait. Mais c'est pour ça, là, il y a deux choses. La priorité, c'est de garder là où il y a des teneurs en matière organique élevées, des stocks de carbone élevés, c'est les préserver, les garder, ne pas les perdre. Et puis, là où c'est bas, essayer d'augmenter. D'accord. Nicolas? C'est le but. C'est le but exactement. C'est le travail qui est en place depuis 2 ans, là, maintenant. Et j'espère que ça porte déjà ses fruits. Moi, je le vois direct. Ça va très, très vite, en fait. C'est-à-dire que à quoi vous le voyez? À la résilience en fait que peut acquérir le sol quand on augmente la matière organique et la vie du sol du coup. Et je pense qu'on peut rentrer plus tôt dans les parcelles. Si on fait des fois une petite bêtise avec le tracteur parce que c'était un petit peu trop humide et qu'on a un peu roulé et on n'aurait pas dû, on le paye pas pendant des mois. Voilà, il se passe ça quand même. Et puis les cultures, voilà, là, moi j'ai des sojas cette année incroyables, qui font 1,40 m.
qui donne 40 quintaux avec des taux de protéines qui battent tous les records. Et tout était d'ailleurs découvert multi-espèces. Et voilà, là, on voit vraiment la différence. C'est jamais arrivé, en fait, sur ces parcelles-là, des tels rendements avec des taux de protéines aussi élevés. Voilà. Baptiste, vous le voyez aussi rapidement, les effets d'une couverture du sol? Encore une fois, je laisse la parole à mes praticiens. Vas-y, ouais. Tu vois, pour l'importance des sols, c'est évident que ça joue. On peut du coup travailler et être plus à l'aise. Ça, c'est évident. Après, nous, la grande question qu'on se pose, c'est finalement au niveau de la productivité, est-ce qu'on va s'y retrouver sur un système prairie en viticulture? Alors, on connaît ça dans des grands châteaux, on pense tous aux pelouses qu'il y a à Bordeaux. Bon, c'est génial, mais c'est pas le même prix de la bouteille, c'est pas les mêmes rendements. Et en fait, ouais, l'idée c'est les plafonds en fait. Finalement, les plafonds de productivité, les plafonds de rentabilité, et c'est des modèles qui sont exportables jusqu'à quel point. Et en fait, nous on en est tous là. On aimerait bien que ça soit des espèces de systèmes universels qu'on puisse appliquer un peu à tout. Mais aujourd'hui, que ça soit l'agriculteur, entre guillemets, le consommateur, on a des attentes au niveau des prix, au niveau du retour sur investissement, tout ce que vous voulez. Et en fait, vu que le retour sur expérience prend énormément de temps, quand même, j'ai l'impression qu'il y a une vraie inertie. Bon, moi, en tout cas, je le vis comme ça. C'est là où on a besoin du monde scientifique pour nous donner du chiffre, etc. Et c'est vrai que oui, la productivité d'une prairie appliquée à une culture permanente type vigne ou verger, est-ce qu'en climat méditerranéen, on a un jour une chance de s'y retrouver, ou est-ce que on restera uniquement sur des productions très qualitatives sur des marchés de niche? En fait, finalement, les questions elles sont là aussi. Claire, oui, la science n'a pas réponse à tout, elle a encore plein d'incertitudes, et heureusement, sinon ça ne s'appellerait pas la science, ce serait une religion. Claire. Je ne sais pas quoi répondre. Enfin, sur le fait que les modèles ne sont pas exportables d'un contexte à la fois de système de production et de climat et de sol à un autre, bien évidemment. Alors, je ne comprends pas très bien quand vous dites modèle prairie, à quoi est-ce que vous faites référence? À de l'enherbement entre les rangs de vignes comme si c'était de la prairie, ou à arracher la vigne et remplacer ça par de la prairie? Enfin, je suis pas sûre d'avoir compris. Admettons, on reste sur notre culture, donc vigne, et on Oui. essaie de traiter le sol avec une rotation de labour tous les 6 ans, tous les 4 ans, Oui, tous les 3 ans. Et à partir de quel moment on fait machine arrière, à partir de quel moment finalement on capitalise vraiment pour nous-mêmes et notre plante, à partir de quel moment le pastoralisme devient aussi une vraie plus-value, parce que les brebis ont des besoins, elles ont des attentes, j'en ai, ça s'est bien passé pour le savoir. Donc en fait, bon, on va se perdre un peu dans les questions, parce que l'outil pastoral, si on veut l'utiliser de manière précise, pareil, à quel moment on intervient, pourquoi? Est-ce que c'est pour régler une tonte pour les traitements de printemps? Est-ce que c'est avant un semis direct? Est-ce que, voilà, si on doit tondre de manière puissante et efficace, il faut des gros troupeaux? On se pose aussi la question du piétinement. Mais c'est pour ça que la prairie, elle est pratique, parce que finalement, c'est un état où on a du chiffre, etc. Et moi, si je projette mon système vigne dans cette prairie, est-ce que ma prairie dégage suffisamment d'azote, de surplus pour nourrir ma vigne? Et est-ce que je peux espérer rester à 30 hectolitres hectare, admettons 40, sur un système prairial permanent, ou est-ce qu'il faudrait que je le détruise tous les 3 ans, tous les 6 ans, pour revenir sur la méthode classique, azote, nani, nana, avec azotobactère, tout ça, quoi. La question qui est derrière, c'est est-ce qu'on fait pas machine arrière d'une dynamique de fond qu'on essaye d'engager par des travaux de sol ponctuels? À quel moment on fait machine arrière? Ou pas? Claire Chenu. Oui, puis ça dépend pourquoi. Là, ce que je disais, bon, un labour ponctuel dans un sol, on ne va pas déstocker tout le carbone. Par contre, oui, des labours vont avoir des dommages sur la faune du sol, c'est tout à fait net. Et puis, la sensibilité du sol à l'érosion peut augmenter brusquement. Enfin, après avoir labouré, il va être très sensible, devenir très sensible à l'érosion. Donc, j'ai du mal, moi, j'ai du mal à vous répondre de manière. Je ne sais pas vous répondre en fait, c'est que je ne sais pas. Hein. Et puis surtout, je ne sais pas vous répondre de manière quantitative. Or, ce dont vous avez besoin, ce sont des réponses quantitatives. Et oui. Ou un simple a priori émotionnel, ça peut être bien. Non, là, je refuse. Hein. Vous avez raison, Claire. Parce que l'a priori émotionnel, ça va vous dire quoi? Ça veut dire j'aime bien les fleurettes dans la prairie. J'aime bien. Non. Vous avez raison. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et qu'est-ce que c'est compliqué.
Qu'est-ce que c'est vous avez bien raison. C'est pas ça la science. Claire, moi, ça m'amène à une autre question. Est-ce que on a parlé là de pratiques, on va dire, stockantes qui permettent de stocker du carbone. Si on les arrête, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on revient à l'état antérieur. D'accord, donc on perd le carbone. C'est réversible. Une partie du carbone qu'on a stocké. Donc c'est réversible. C'est réversible. J'implante des couverts pendant 10 ans, pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, j'arrête. Ben, je vais revenir en termes de stock de carbone, de teneur en carbone, stock de carbone, je vais revenir en quelques années à l'état initial. Donc, c'est quelque chose qui, d'un point de vue stockage de carbone, lutte contre l'effet de serre, ça met la barre très, très haut. Hein, ça veut dire que non seulement… Il faut le faire tout le temps. Eh bien oui, il faut le faire très longtemps. Il faut le faire tout le temps. Ah ouais. Et une autre question qui est posée par un internaute, Maxime Corbin. Si on fait une alternance culture, couvert, culture, etc., ad vitam aeternam, est-ce que, je ne vous lis pas la question, mais je vous la résume, est-ce qu'elle est vertueuse sur le long terme ou est-ce qu'elle ne va pas user la capacité du sol à stocker? Je ne comprends pas pourquoi ça userait la capacité du sol à stocker. Je veux dire, au même titre que les systèmes avec des prairies temporaires, hein, où j'ai 6 ans de prairie, 4 ans de culture, on peut considérer que c'est quelque chose qui est intermédiaire entre une prairie permanente et une culture annuelle. Voilà, donc là, je pense que l'exemple qu'il donne, pour moi, on est dans une situation intermédiaire. D'accord. D'accord. La question de la vieille prairie intrigue les internautes également. La bonne vieille prairie, celle étudiée longtemps par Jean-François Soussana, est-ce qu'elle est vraiment aussi stockante qu'on le dit? Elle est très stockante, oui. Bon, ben voilà, c'est tout. Moi, je pose la question qu'on me demande de vous poser, Claire. Il y a une autre question sur le… Elle est très stockante. On a des 80 tonnes de carbone par hectare, par exemple. Je crois que c'est la valeur moyenne en France pour les prairies permanentes. On peut difficilement faire mieux. Et c'est 50 en culture annuelle. Voilà, la valeur. Alors, ce sont des valeurs moyennes, hein, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Donc, vous voyez, c'est nettement plus. D'accord. Il y a une question sur l'intérêt du carbone sous forme liquide. C'est-à-dire, c'est quoi le carbone sous forme liquide? J'en sais rien. Déchets, vous ne parlez jamais du carbone liquide, déchets de la photosynthèse qui pour beaucoup sont la source principale de carbone stable de par leur taille fixée dans les feuilles. Ça y est, je crois que je crois que j'ai compris. Voilà, oui. C'est que les racines rejettent dans le sol des petites molécules ou des grosses molécules, et effectivement, on appelle ça les exudats. Nous, notre terme scientifique, c'est exudats ou rhizodépôts. Et c'est du carbone qui se trouve, effectivement, sur des molécules qui se retrouvent rejetées dans le sol. Et rejetées dans le sol, on pourrait dire au contact direct de particules d'argile, et se fixer sur les particules d'argile et vraisemblablement être protégé du coup de la biodégradation, de la décomposition par cette liaison intime avec les particules d'argile, ou soit dans des tout petits pores du sol où ils ne seront pas accessibles pour les micro-organismes du sol. Donc oui, c'est aujourd'hui une des principales voies, on considère que c'est une des principales voies de stabilisation du carbone à long terme dans les sols. En plus de stabiliser les sols, donc il faut beaucoup de racines, voilà. Ça oui. Ça, c'est sûr. Oui, et puis, une chose intéressante moi que je trouve très intéressante sur les racines, c'est qu'on s'est rendu compte que d'une certaine manière, le rendement en carbone du sol, hein, donc si je considère une certaine quantité de biomasse aérienne, une certaine quantité de biomasse souterraine, le rendement en carbone du sol à partir de biomasse souterraine, il est 2,5 fois en moyenne plus élevé que le rendement en carbone du sol à partir de parties aériennes. Ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à favoriser l'existence de systèmes racinaires permanents dans le temps, dans l'espace, d'où les couverts, les prairies temporaires, prairies permanentes bien sûr, l'agroforesterie, les haies, voilà. Donc oui, les racines, très important pour le carbone des sols. Les racines nous amènent au souterrain, qui m'évoque une autre question posée par Pauline Guibert. Est-ce mieux de débroussailler ou d'enterrer le couvert? On débroussaille, on laisse sur le sol ou on enterre le couvert? Qu'est-ce qui vous paraît plus profitable? J'ai envie de dire, ça dépend pourquoi. Voilà, toujours pareil. Désolée. Oui. Mais je sais pas, j'ai envie de dire, je suis peut-être, pourrait dire, de situation où je suis dans des conditions ça peut être intéressant de débroussailler, de laisser le couvert à la surface dans des situations où on veut retenir l'eau dans le sol. Et donc, c'est intéressant d'avoir un paillis qui limite l'évaporation, qui limite la croissance des mauvaises herbes, par exemple. D'accord.
D'accord, vous avez évoqué tout à l'heure les sols urbains, et tout le monde en parle et de plus en plus, hein, végétaliser les villes, faire rentrer à nouveau l'eau pluviale en ville pour végétaliser les villes. Est-ce que des parcs urbains peuvent stocker du carbone, pardon? Oui, oui. Et il y a en domaine urbain, il y a des sols qui ont des teneurs en carbone très élevées. Ah ouais. Tout à fait. Alors oui, parce que certains sont des analogues de forêt, de sols sous forêt ou de sols sous prairie. Imaginez un parc avec une belle pelouse, si elle est là depuis longtemps, c'est peut-être que les tontes sont exportées. Enfin, maintenant, elles sont un petit peu moins souvent, mais c'est l'équivalent oui, c'est un couvert végétal permanent. Donc oui, ça s'enrichit en carbone. Et puis par ailleurs, dans les parcs, dans les jardins, et c'est le cas aussi en agriculture urbaine, il y a des pratiques d'amendement importantes. Avec des paillis, avec des débris de taille, avec des composts. Et on a des sols très riches en matière organique en milieu urbain. C'est surprenant. Moi, j'avais effectivement, il y a 10 ans, je vous aurais dit le contraire, mais non. Donc, on a sur un même espace, à la fois des espaces où il n'y a rien, parce que c'est bétonné, et puis des espaces où souvent, pas toujours, hein, mais il peut y avoir des sols très riches en matière organique et avec une biodiversité élevée. D'accord. Baptiste Algaillère, tout ça c'est très bien, mais donc vous comprenez que sur les parcs urbains, il ne faut jamais faire de vignes, hein, parce que sinon c'est une catastrophe. Blague dans le coin, Ça dépend pourquoi, si c'est pour ce qu'on peut boire. Oui, c'est sûr. Baptiste, on arrive vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions à poser à Claire Chenu? On est resté vraiment interloqué par le rapport entre le bilan carbone de l'appareil aérien des plantes et des racines. Et ça, c'est vraiment ça qui nous fait réfléchir, en tout cas, par rapport à la gestion de couverts. Et peut-être privilégier plutôt des couverts enracinants que des couverts qui fabriquent des appareils aériens développés. On réfléchit, en tout cas. Le résultat nous interroge. Oui, c'est un résultat, je trouve, qui pose plein de questions en termes de justement de comment faire volant d'action. Mais si vous avez des problèmes de compétition pour l'eau, je ne sais pas du coup si c'est une très bonne idée d'augmenter les systèmes racinaires. En plus, oui. Et oui. Ça dépend si on peut le décaler dans le temps. Augmenter la matière organique grâce au couvert sur le long terme. Il va pouvoir augmenter la capacité du sol à retenir l'eau aussi. Ça va augmenter la capacité du sol à retenir l'eau, tout à fait. D'abord, augmenter la capacité du sol à infiltrer l'eau de pluie, puisque bonne porosité, à la fois activité biologique et puis moins de battance due à la pluie. Et puis, augmenter la capacité du sol à retenir l'eau, parce que le sol est plus riche en matière organique. Et puis, ça nous pousse aussi vers l'agroforesterie, avec l'implantation soit de haies, soit d'arbres, carrément des arbres en plein milieu des vignes. Qui peut aussi avoir un effet sur une gestion du climat, de l'ensoleillement, de l'impact de la radiation solaire sur le développement des vignes, qui peut être assez fort en Méditerranée. Oui. Et presque un handicap dans certains cas. Même pour les vignes? Même pour les vignes. Je ne sais pas. Claire, il y a une question de Philippe Pointreau de Solagro, si c'est bien le même, qui nous regarde. Il vous dit, la barre étant très haute pour maintenir et accroître un stock de carbone, que préconisez-vous pour réduire et ça m'amène à là où je voulais vous amener par rapport à ce sur quoi vous travaillez avec l'Europe. Et accroître un stock de carbone, que préconisez-vous pour réduire les émissions de GES de l'agriculture, qui doit réduire ses émissions de 50% d'ici 2050, et vous dirigez un programme européen avec donc 26 partenaires sur la gestion des sols qui en soi est assez révolutionnaire parce qu'il pourrait réactiver la directive Mornet sur les sols et qui sait avoir un impact important sur la PAC. Donc d'abord la question de Philippe Pointreau et puis ensuite ce programme européen. Alors, la question de Philippe Pointreau, les émissions… Qu'est-ce que vous préconisez pour réduire de 50% d'ici 2050 les émissions? D'abord, moi, je n'ai pas à préconiser. Alors, qu'est-ce que la science a à dire à Philippe Pointreau sur cette question-là? Les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, ce sont en grande partie, alors évidemment, je n'ai pas le chiffre en tête, mais des émissions de N2O, qui viennent donc de la décomposition de la matière organique. Et, voilà, et ça vient, c'est très directement corrélé aux apports d'engrais au sol. Voilà.
Et donc là, s'il y a un volant d'action et qui avait été mis en avant par une étude INRAE antérieure, c'est de réduire, d'ajuster, de réduire la fertilisation azotée, en particulier à partir d'engrais minéraux, mais pas seulement. Il y a aussi des émissions de N2O à partir de fertilisation organique. Et là, c'est quelque chose qui peut, dans cette situation, être à coût négatif, c'est-à-dire permettre de faire des économies. Quand c'est ajusté, je ne dis pas de ne pas fertiliser du tout. Alors, ce programme que vous dirigez, parlez-nous-en un petit peu, parce que moi, je le trouve extrêmement intéressant et très novateur et pourrait donner le sourire aux amis qui nous regardent. On vous écoute. Alors, effectivement, je coordonne un programme européen qui vient de démarrer, qui est un programme conjoint, c'est-à-dire cofinancé par les pays et puis par la Commission européenne. Il y a 24 pays qui sont dans le coup. Et c'est un programme qui porte sur les sols agricoles, sur la gestion. Donc, nous les avons utilisés pour aller vers une gestion durable et climato-intelligente des sols agricoles. Donc, c'est un programme de recherche et c'est de la recherche qui doit être en appui aux politiques publiques. Et typiquement, là-dessus, ce sont les politiques climatiques européennes. L'Europe est très ambitieuse en termes de climat. Et puis, la politique agricole commune et la future politique agricole commune, donc, c'est développer des connaissances, homogénéiser le niveau de connaissances dans les pays européens pour aller vers améliorer la capacité des sols à s'adapter au changement climatique, à contribuer à l'atténuation du changement climatique, tout en étant productif, en rendant des services écosystémiques, en hébergeant une biodiversité importante. Donc, c'est vraiment la multifonctionnalité des sols. On parle beaucoup de multifonctionnalité de l'agriculture. Nous nous intéressons à la multifonctionnalité des sols. Et donc, c'est un programme dans lequel nous allons commander des recherches, faire des recherches par des chercheurs des 26 instituts partenaires européens. Nous avons un gros travail sur l'information sur les sols, parce que les données sur les sols, c'est absolument crucial. C'est absolument crucial. On a besoin de les harmoniser au niveau européen. Il y a pas mal de données sur les sols en Europe, mais on a besoin de les harmoniser. Et puis, on se pose de plus en plus la question de les rendre disponibles. Et c'est pas toujours facile. Et les réglementations de nos différents pays ne sont pas les mêmes. Elles sont plus ou moins contraignantes selon les pays. Mais c'est vraiment important d'avoir une information sur les sols qui est fiable, qui est riche, qui est utilisable. Nous avons aussi une part de formation et puis tout un volet sur les relations avec ceux qui conçoivent, font évoluer les politiques publiques. Est-ce que ça veut dire que demain, dans la prochaine PAC, on pourrait avoir l'adossement des subventions, des aides à l'agriculture à des indicateurs précis sur l'état des sols? C'est vers ça qu'on va? Oui, c'est tout à fait une des pistes sur lesquelles travaille la Commission européenne. Alors ça, c'est révolutionnaire, parce que ça réactive ce projet de directive qui était déjà à l'époque une innovation il y a quelques années, qui a été qui est morné. Qui est morné. À ma connaissance, il n'est pas prêt de se réveiller. Mais mine de rien, c'en est l'esprit, ça. Oui, il y a des choses là-dessus. Mais effectivement, il y a toute une réflexion sur une évaluation sur les résultats, avec ce qui pose plein de problèmes techniques et puis des problèmes d'organisation, c'est-à-dire que s'il y a à montrer des résultats, qui les mesure, qui les certifie, comment est-ce que le coût de cette mesure et de cette certification est pris en compte. Et puis ça pose des problèmes techniques. Je veux dire, si par exemple c'est la teneur en carbone des sols qui est un indicateur, ça a un certain coût, il y a une variabilité spatiale importante, et puis ça change pas si vite les teneurs en carbone des sols et les stocks de carbone des sols. En gros, quand on change de pratique, nous on considère que c'est pas à moins de 5 ans, on va pas mesurer de manière fiable un changement de stock de carbone. Donc voilà, au-delà de 5 ans, on n'est pas dans les temps des politiques publiques habituelles. Donc il y a de vrais défis, mais il y a tout à fait, et là la Commission européenne pense à des indicateurs sur le carbone des sols et sur la sensibilité des sols à l'érosion en particulier. Et puis nous demande de plancher, alors c'est pas pour la future PAC, c'est pour celle d'après, à des indicateurs de qualité des sols, donc plus larges. C'est un sacré changement. Ça vous inspire quelque chose, Nicolas et Baptiste? Nicolas. Toujours un petit peu peur la PAC en fait. Parce que ça va nous imposer des réglementations qui sont souvent
un désaccord avec notre travail et notre disponibilité à le faire selon le climat, etc. Si on a des dates pour implanter des couverts, comme cette année, on n'a pas pu les faire parce qu'il a fait sec tout l'été, et qu'on est pénalisé à cause de ça, ça ne va pas nous faire rigoler, en fait. Baptiste? L'accès à la donnée, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On essaye de notre côté de produire de la donnée. Après, comme disait aussi mon collègue, l'accès à de la donnée accessible finalement, enfin lisible par des personnes, par des paysans, par des agriculteurs. C'est voilà ce qui nous permettrait déjà de pouvoir mieux comprendre certaines problématiques et répondre, pourquoi pas, à certaines questions. Donc rien que cet aspect déjà, ça pourrait être très intéressant pour nous. Moi, si je peux pas, ce que je trouve intéressant sur l'idée d'évaluer sur des résultats, c'est que le gestionnaire, en l'occurrence l'agriculteur, du coup, a une très grande marge de manœuvre sur comment arriver à ce résultat. Et je trouve particulièrement en termes de gestion des sols, il n'y a pas qu'une pratique, il n'y a pas une bonne pratique et plein d'autres mauvaises. Il y a plein de solutions, de manières pour arriver, pour gérer durablement ces sols. Et ces manières, elles sont adaptées. Enfin, le choix de ces manières, ça dépend du contexte. Hein, c'est le climat, c'est le type de sol, c'est la production, c'est la structure de l'exploitation. Et puis, ce sont les choix personnels et les préférences personnelles, les convictions de l'agriculteur. Et moi, je trouve l'idée est intéressante. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés aussi à faire ça. C'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour quelqu'un qui, depuis très longtemps, a mis en œuvre des pratiques de gestion durable des sols, qui a des sols déjà très riches en matière organique. Il ne va pas faire mieux que ce qu'il a. Donc, il faut être capable de rétribuer par rapport à une référence qui est dans la région. Les taux moyens, ils sont de temps. Un tel a plus, et ben, d'emblée, il a la prime, même s'il ne va pas pouvoir améliorer dans le temps. Il ne va pas pouvoir faire mieux. Donc, ça pose plein de problèmes aussi. Mais je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ça mérite d'y réfléchir. En tout cas, pour nous, c'est un vrai défi. Enfin, pour nous, scientifiques, c'est vraiment un défi. Ouais, mais du coup, ça finit. On connaît ce système-là de la carotte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette prime-là. Oui. dont vous parlez. Peut-être qu'il vaudrait mieux, il vaudrait mieux peut-être essayer de former les gens, peut-être de leur expliquer certaines choses, peut-être de valoriser certaines débouchés, certaines cultures qui permettent aussi d'améliorer notre stockage de carbone ou notre sol. Il y aurait pas mal de choses à faire, je pense, avant de se lancer dans une prime pour telle chose ou pour tel résultat. Non, je suis d'accord. D'abord, ça ne remplace pas d'autres choses. Je vois, c'est que ça a un coût de changer de pratique, ça a un coût d'implémenter un certain nombre de pratiques. Il faut bien trouver, il faut bien que ce soit rétribué d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être si ça pouvait être le prix des produits alimentaires, ce serait tant mieux pour le producteur. Mais bon, là j'entre dans je ne connais pas, puis des choses je ne connais pas, mais je veux dire ça a un coût, voilà. Donc il faut trouver des manières pour rétribuer ce travail supplémentaire. Et puis derrière, il y a l'acceptabilité sociale. Est-ce que la société voudra payer plus cher pour accéder à ces produits? Est-ce que la société voudra rémunérer les agriculteurs parce qu'ils entretiennent les services rendus par la nature, les paiements pour services environnementaux? Et puis, puisqu'on a valorisé ici les prairies, pour les entretenir, il faut de l'élevage. Or, la société ne pousse pas à l'élevage. Enfin, voilà, tout ça est très intéressant, mais c'est un autre débat. Merci à tous d'avoir été là. Merci Claire, je sais que vous avez eu une journée harassante. Je vous libère bientôt. Avant d'annoncer, plaisir partagé. Avant d'annoncer pour le 17 novembre, si je ne me suis pas trompé, le prochain numéro de C'est dans le sol, la dégradation des sols. Quels enjeux, avec Clément Mathieu, professeur de sciences du sol, membre de l'Académie d'agriculture d'Outre-mer. Avant de vous annoncer également la Journée mondiale des sols qui se tiendra le 4 décembre 2020 avec des webinaires, 5 webinaires entre les 2 et le 3 décembre, qui ont tous pour thème la biodiversité des sols. Est-elle un levier pour le développement de l'agroécologie? Est-elle un levier pour les espaces urbains, pour avoir des espaces urbains plus résilients? Quelles sont les menaces et quelles adaptations des outils de gestion pour améliorer cette biodiversité? Et quels outils pour faciliter le transfert des connaissances du laboratoire
au territoire. J'ai à peu près tout dit en moins de 10 secondes. Merci à toutes et à tous. Vous êtes encore une petite centaine. 23 questions. Je ne les ai pas toutes posées. Écoutez, je vous libère. Vous pouvez revenir à une activité normale. Encore une fois, merci d'assister et d'être aussi... je ne sais plus ce que je voulais dire en fait. Moi aussi, j'ai fait du webinaire et de l'animation toute la journée. Voilà, je vais essayer d'aller manger. Je ne suis pas à Paris, il n'y a pas le couvre-feu. Merci encore à tous, Nicolas, Baptiste et Claire, et à très bientôt. Merci. Merci.